vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et vous allez pouvoir vous serrer contre nous jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Afuera. Et qu'est-ce qu'il y a encore? L'Argentine est de retour. Vous savez pourquoi? Oui, non. Ça fait un an aujourd'hui que Milei a gagné les élections en Argentine. Alors maintenant, j'ai le mot afuera qui me revient. Parce que je trouve que c'est plus sympa que Gold et Messi. Quand on aime le foot, ça rappelle des mauvais souvenirs. Afuera, c'est dynamique, c'est sympa. En revanche, je vous incite, si vous n'avez jamais regardé cette vidéo, à la regarder. Parce que de prime abord, vous vous dites, c'est un sketch. En fait, non, c'est un chef d'État. Voilà, c'est compliqué. Et pas nul du tout. Mais, comme l'a démontré lumineusement Virginie Calmels il y a peu de temps. Vendredi. Non, mais de toute façon, Philippe Bilger, il est amoureux de Virginie Calmels. Non, mais moi, je suis amoureux si vous l'aimez pas un peu plus des que moi. quelques femmes qu'on voit ici. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a du talent. Et Javier Milei, vous êtes amoureux ou pas? Non, mais c'est un type que j'adore les gens qui ont du caractère. Bougez pas, ça va venir, Philippe David. C'est pour ça que j'aime beaucoup Cécile. Je prépare le jeu. Ouais. Quelle lèche-botte. Moi qui pensais que vous aviez du goût. En tout cas, on peut avoir les deux. Ce numéro de téléphone 0826 300 300 avec Aude qui est avec nous aujourd'hui. Et au sommaire de cette émission, on va revenir sur ce casier judiciaire vierge. C'est la règle numéro 1 pour être candidat RN à une élection. C'est ce qu'a affirmé Jordan Bardella hier. Le président du RN évoquait donc les investitures de candidats méconnus aux élections législatives. Il ne parlait explicitement pas de Marine Le Pen, dont il affirme son innocence, mais en plein procès sur les assistants de députés, sa déclaration interroge. Alors parlons vrai. Est-ce que ces propos vous semble surprenant vu les circonstances? Est-ce que l'après Marine Le Pen en cas d'inéligibilité a débuté au RN? Et à cette question, exigence d'un casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections, les propos de Bardella sont, vous dites à 41% une bourde, à 41% un coup politique et à 18% une attaque voilée contre Marine Le Pen. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. C'est intéressant ce sondage, bien sûr, ça concerne que ceux qui votent sur notre compte X. Guillaume Bernard sera notre invité, politologue et auteur du livre « La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir ». Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h40. Les Restos du Cœur lancent leur 40e campagne avec 1 300 000 bénéficiaires l'an dernier. L'association entend cette année prioriser les publics les plus vulnérables, familles monoparentales et enfants de moins de 3 ans. Plus de 9 millions de personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France. Alors parlons vrai. Est-ce que si vous étiez né en 1985, vous imaginiez les Restos du Cœur perdurer 40 saisons plus tard? C'est-il le symbole de l'appauvrissement de la France et des Français, les Restos du Cœur? Et à cette question, 40e campagne des Restos du Cœur, agriculteurs, pouvoir d'achat, désindustrialisation, la France s'appauvrit-elle? Vous dites oui à 98%. Aude et les vraies voix attendent vos appels, encore et toujours au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Jean-Marc Sylvestre, c'est avec nous, journaliste économique. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger qui me kiffe. Ça va? Non, ça va. Afuera, ça suffit. Ça suffit. Les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes. On l'avait dit dans le sens inverse. C'est pas grave. Voilà. Jean Dorido est avec nous, docteur en psychologie. Bonsoir les amis, ça va à merveille. Mais oui, heureux de vous retrouver en si belle forme. Mais vous avez été puni ou quoi là? Mais je me demandais, figurez-vous, et pourtant quand je vois les sourires comme ça à droite, à gauche, je me dis bah non, c'est pas ça. Dès que je disais Jean Dorido, Philippe disait Afuera. Quel tempérament. Farid Temsanmani est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. C'est jaune, cravate jaune. Ouais. Merci. Ocre, jaune, j'ai rien dit. Non, mais c'est un très joli jaune. Toujours très élégant. Merci beaucoup Philippe. C'est fou. J'essaye. C'est madame qui choisit ou c'est vous? Vous vous habillez tout seul? Je m'habille tout seul. Là, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Exactement. Pas du tout. Il y a beaucoup de femmes qui habillent leur mari parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix et ça les amuse pas. Très souvent conseillé, mais là en l'occurrence pour les cravates c'est plutôt moi. Ah ouais, d'accord, très bien. C'est ça que la cravate jaune passe bien avec un chandail marron. Voilà. Donc vous dites chandail, vous? Oui, chandail. C'est pas bien. Comme les Québécois. C'est les années 80. C'est mieux que pullover. Oui, absolument. Justement, chandail. Oui. Oh, bref, on va pas en faire un truc. Direction Marseille avec Franck qui est avec nous. Bonsoir Franck. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, merci en tout cas d'être avec nous. Les médicaments, selon vous, qui seront moins remboursés en 2025 et visiblement c'est un coup de gueule.
Oui, enfin, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on parle de quoi? On parle du taux de 5% de remboursement des médicaments qui seraient supprimés, enfin qui seraient en moins, et des consultations. Alors, on parle grosso modo pour des médicaments de 10 euros, ça correspond à 50 centimes, 100 euros, ça fait 5 euros, mais 1000 euros, ça fait 50 euros. Donc, je me dis effectivement, lorsque l'on doit avoir affaire à des traitements lourds de longue durée, ça devient compliqué pour des gens qui ont de faibles revenus. Alors moi, je me pose la question de savoir s'il ne faut pas distinguer une politique de remboursement qui soit faite en fonction du niveau de revenu des gens, parce que je pense qu'il y a quelques foyers, enfin une large proportion de foyers qui seraient capables d'assumer, je dirais, un delta de remboursement à leur charge. Mais je pense qu'il y a effectivement, on parlait à l'instant des 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ceux-là, ils ont plutôt tendance à devoir profiter de la solidarité nationale et effectivement supprimer pour eux, je dirais, ce remboursement à 100%, ce serait sans doute quelque chose qui serait difficile à supporter. Donc je propose deux choses, soit une piste qui serait une politique de remboursement en fonction des revenus des Français, soit éventuellement une piste qui serait liée au fait que, en fonction du prix des médicaments ou des traitements lourds de longue durée, on puisse éviter de laisser les gens assumer une part de leur remboursement, enfin de leurs dépenses, et donc éviter qu'il y ait un remboursement qui soit limité à 95%. Voilà. Oui. Malheureusement, on n'a plus le temps d'en discuter, mais est-ce qu'il ne faudrait pas juste supprimer? C'est une très bonne idée. Mais oui, c'est une bonne idée. Sur la première, notamment, Franck bat en brèche la tradition française de l'égalité abstraite pour tout le monde. Tenir compte des revenus serait une très bonne chose. Et vous pouvez peut-être arrêter de rembourser. J'aurai les moyens, en ce qui me concerne, de payer une partie de mes traitements. Oui. Et par contre, je suis pour la solidarité vis-à-vis des 9 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Ouais, ou arrêter de rembourser des petits médicaments pour des rhumes, des choses comme ça. Aussi, ça permettrait de remplir un peu les caisses. Voilà, je voulais apporter une idée. Je l'ai apporté. Maintenant, vous avez apporté votre écho. Remplissons les caisses. Je vous assure, si ça passe à l'Assemblée nationale, elle viendra de moi. Franck, merci d'être avec nous et vous restez bien entendu notre vraie voix du jour. Dans un instant, le procureur. Le procureur va parler de Sophie Binet. Il va en dire du bien. Oh ben dis donc, mettez les enregistreurs en route. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les Vraies Voix avec Philippe David, bien entendu, puisque rien ne serait possible sans lui. Oh, mais sans vous, que serais-je sans vous? Tellement de choses. Ça vient malheureusement, c'est ça mon problème. C'est que j'ai l'impression que je vous tiens comme ça, mais en fait pas du tout. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus, Jean Doredo, docteur en psychologie, et le psychologue Philippe Bilger, parce qu'avec des gens comme ça autour de la table, à un moment donné, c'est comme ça que ça va finir. Ça va quand même mon Philippe? En pleine forme. Tant mieux. Dans un instant, Félix Mathieu qui est au taquet. Les trois mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? On va parler des agriculteurs de la coordination rurale qui promettent le chaos dans le sud-ouest direction le Boulou, autoroute bloquée dans un instant. On va parler aussi de ces missiles longue portée utilisés par les Ukrainiens vers le sol russe, avec les propos assez menaçants en réaction du ministre, du chef de la diplomatie russe, et puis de ces mots forts de Gisèle Pellicot lors du procès des viols de Mazan. Elle parle d'une société machiste, patriarcale qui doit, dit-elle, changer de regard sur le viol. En trois mots, donc chaos, missiles et patriarcat. On va se marrer. Allez. Tout de suite, le procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et ce n'est pas un réquisitoire, mais une plaidoirie en faveur de Sophie Binet que vous allez faire, monsieur le procureur. Même pas une plaidoirie, en fait. Il n'y a aucune raison, lorsque quelqu'un qu'on n'apprécie pas en général dit tout à coup une chose juste, de ne pas l'approuver. Sophie Binet a énoncé une évidence récemment, hier je crois. Elle a dit « il n'y a pas de pire violence sociale que le chômage ». Ça, je veux bien le croire. J'ai toujours eu la chance de pouvoir travailler continuellement, mais j'imagine les dévastations que peut produire le chômage dans une vie qui est à la limite de l'existence, qui n'a pas les moyens de tenir les deux bouts et qui tout à coup apprend ce déchirement total d'une vie qui va devoir cesser de travailler. Là, je la comprends absolument et c'est une violence sociale.
Jean Dorido. Alors, écoutez, je vais m'inscrire en faux, et pour le plaisir de la contradiction, et aussi parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ces propos. C'est d'ailleurs étonnant de la part d'une syndicaliste, patronne de la CGT, de dire un truc pareil, parce qu'il y a une pire violence sociale que le chômage, c'est le fait d'être un travailleur pauvre. Et la France a inventé cette notion de travailleur pauvre. Nos ancêtres avaient fait des efforts de dingue pour que chacune qui travaille puisse vivre dignement de son travail, et ça n'est plus vrai aujourd'hui. Il y a des personnes, je ne vous parle pas de petits jobs, des personnes qui ont des diplômes, qui ont un vrai travail, qui dorment dans leur voiture aujourd'hui en France parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger. Et ça, c'est une pire violence sociale que le chômage. C'est une pire violence sociale que le chômage. Exploiter les gens qui travaillent, c'est une honte. Et votre excellence, Jean, à partir d'un sujet qu'on traite, d'aller vers une dérivation qui est tout à fait passionnante, mais il n'en demeure pas moins que le chômage est une terrible violence sociale. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en plus d'être au chômage, vous avez l'impression d'être inutile. Et ça, c'est terrible. Mais surtout, moi, là où je souscris complètement, malheureusement, à ce constat, c'est qu'en fait, quand vous êtes au chômage, vous avez l'impression d'être au banc de la société. Oui, c'est ça. Et il n'y a pas pire que de se sentir, entre guillemets, bien sûr, inutile. Parce que, d'un point de vue, me semble-t-il, en tout cas psychologique, on va vers cette situation-là lorsqu'on est au chômage. Et comme on n'a pas... Notre pays, en fait, on ne résout jamais véritablement, on n'accompagne véritablement jamais les personnes qui sont dans cette situation-là. Je pense que c'est une catastrophe. Et surtout dans les familles où vous avez parfois une honte d'affirmer qu'on a un accident dans sa carrière professionnelle et qu'on est effectivement sans emploi à ce moment-là. Bien sûr que c'est très dur d'être au chômage. Et bien sûr, c'est le psychologue qui le confirme. Le fait de travailler, d'être actif, c'est très gratifiant, c'est très ressourçant. Pour autant, cette notion de travailleur pauvre, elle est scandaleuse. Il y a aujourd'hui en France des personnes qui sont payées à la tâche, comme au 19e siècle. Aucune couverture sociale. C'est un autre sujet. C'est le même sujet, c'est le travail. C'est un autre sujet. C'est le travail et la dignité humaine. C'est exactement le cœur du sujet, au contraire. Un autre sujet. C'est exactement. C'est une question de compréhension. Mais prenez le temps de réfléchir, vous verrez. Ça va vous apparaître clairement. Copie hors sujet. Voilà. Allez, tout de suite, il est à fond dans le sujet. En revanche, c'est Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont chaos, missiles et patriarcat. L'A9 bloquait des citernes de vin espagnol vidées. La coordination rurale entre dans la danse avec des méthodes souvent plus énergiques que la FNSEA. Des agriculteurs mobilisés promettent le chaos dans le sud-ouest. C'est une première confirmée par Kiev et Moscou. Pour la première fois, l'Ukraine a tiré des missiles longue portée américains sur le sol russe. Le conflit entre deux dans une nouvelle phase, estime le Kremlin, qui promet une réponse appropriée. Et puis la société machiste et patriarcale doit changer de regard sur le viol. Des mots signés Gisèle Pellico. Sa prise de parole était très attendue au procès de son ex-mari et des co-accusés. Les vraies voix Sud Radio. 60 000 litres de vin blanc espagnol coulent sur la chaussée au Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Les agriculteurs de la coordination rurale ont bloqué l'A9 et arrêté des camions, vidé leurs citernes. Parmi eux, Michael Rodriguez, au micro de Christine Bouillot. Il est viticulteur dans les Pyrénées-Orientales. Ça me fend le cœur. Quand vous voyez toutes les contraintes qu'on nous met à nous ici, c'est horrible. Et moi, je suis bien content que le camion, là, il se vide ici, au Boulou. Tous les jours, il en passe ici. Et c'est ça qui est malheureux. Et là, c'est que du vin. Mais si vous voyez, il y a de la viande. Pour les éleveurs, il y a la viande. Les fruits et les légumes pour tous ceux qui sont maraîchers. La situation est simple. Moi, je suis en cave coopérative. La cave coopérative, actuellement, le vin ne se vend pas. Dans les Pyrénées-Orientales, les cuves sont pleines et il y a des caves coopératives qui ne payent pas, qui ne payent plus les coopérateurs. Et dans cette mobilisation, notamment contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur, la présidente nationale de la coordination rurale menace, elle a dit tout à l'heure, je cite, que la coordination rurale pourrait affamer Toulouse. Selon les informations en tout cas recueillies par Christine Bouillot au Boulou pour Sud Radio, les membres de la CR entendent bloquer des plateformes de grande distribution. Demain, la plateforme Intermarché de Bressolles en Tarn-et-Garonne, mais aussi celle de Leclerc à Mont-de-Marsan, blocage aussi de la frontière avec l'Espagne, ainsi que du port de Bayonne. C'est terrible, mais qu'elle affame Toulouse quand Philippe y sera. Ouais, ça peut être positif pour lui. Ça lui fera faire un petit régime. Merci. Farid ou Jean Dorido. Le conflit est loin d'être terminé. Il est plus que loin d'être terminé. C'est d'une certaine manière l'Arlésienne. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'agriculture qu'on n'arrive pas à trouver, en tout cas en termes d'issue. Et puis il y a le sujet du secteur viticole, qui lui subit en ce moment
par rapport à une situation géopolitique, notamment avec la Chine, justement une crise violente. Vous avez des gens qui sont en train d'arracher des vignes, qui ont commencé il y a déjà quelques semaines, quelques mois. Dans l'entre-deux-mer notamment. Exactement, et ça va devenir de plus en plus violent. Vous avez des gens qui commencent on parlait tout à l'heure de chômage, qui ont déjà largement commencé à licencier parce que c'est véritablement un vrai sujet. Après, l'agriculture, c'est toujours pareil. Nous sommes dans une Europe où vous avez une libre circulation. On parlait tout à l'heure des vins espagnols, mais les vins espagnols sont consommés en France. Oui. Et oui, il faut comprendre ça aussi. Oui. C'est un fait, ça fait plus de 30 ans que ça dure, en fait. C'est Maastricht 92 et puis après Schengen. Effectivement, ce marché commun dont on promettait monts et merveilles, les Français allaient s'enrichir, avoir du travail à profusion, à ne plus savoir qu'en faire. Libre circulation des biens et des personnes. Et voilà, à l'arrivée, on n'a même plus les moyens de consommer français. On perd, on gâche la nourriture. Et vous allez au supermarché, vous n'avez que des fruits espagnols. Et c'est pareil pour le vin. Et merci l'Europe. Merci espagnol, bien sûr. Et le deuxième mot, Félix, c'est missile, avec cette première confirmée par les Russes comme par les Ukrainiens. Oui, pour la première fois, l'armée ukrainienne a donc tiré des missiles longue portée de fabrication américaine vers le sol russe. Moscou avait averti, après le feu vert de Washington, de l'administration Biden, que ce serait une ligne rouge. En tout cas, ça fait basculer le conflit dans une nouvelle phase, estime cet après-midi le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, et il l'a dit en anglais. If long-range missiles are going to be applied. Si des missiles de longue portée sont utilisés depuis l'Ukraine vers le territoire russe, ça signifie qu'ils sont opérés par des experts militaires américains. Nous considérons donc cela comme une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie et nous réagirons en conséquence. L'armée ukrainienne, en tout cas, a frappé donc cette région frontalière russe de Briansk. On apprend aujourd'hui que le Kremlin a justement révisé sa doctrine en matière de dissuasion nucléaire, estimant désormais qu'une attaque conventionnelle par une nation non nucléaire, mais avec le soutien d'une puissance nucléaire, serait considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. C'est dangereux quand même. Dangereux. Ouais. Ben, comme l'a dit Marion Maréchal ailleurs, elle a dit que c'est un jeu très dangereux. Moi, ça ne me scandalise pas dès lors qu'on veut la victoire de l'Ukraine. Ce qui me surprend, c'est que ça arrive si tard. C'est ultra anxiogène. Oui, vraiment, c'est... pour tout vous dire, j'ai lu le bouquin de Ken Follett qui s'appelle « Pour rien au monde », qui raconte, c'est une espèce d'Uchronie, qui explique comment est-ce qu'on pourrait, avec une succession d'escalades comme ça, se retrouver dans un conflit nucléaire mondial qui signerait la fin de l'humanité. Et c'est un fait, quand on entend la Russie expliquer qu'elle considère que les Américains l'agressent, ça fait froid dans le dos. Oui. Un mot rapidement. Moi, je pense que c'est une course contre la montre. On sait pertinemment que janvier, les États-Unis ont un nouveau président à Washington et qu'en réalité, des négociations vont être opérées. La question, c'est sur quelle base. Et donc, du coup, ce type de missile, ça sert à ça. Troisième mot patriarcal, la prise de parole de Gisèle Pellicot était très attendue à la cour criminelle d'Avignon. Elle a pris la parole lors de ce procès de son ex-mari et de la cinquantaine de co-accusés, procès des viols sous sédation chimique. La société machiste doit changer de regard sur le viol, plaide Gisèle Pellicot, société patriarcale, a-t-elle dit. Des propos salués, y compris par l'avocate de son ex-mari, Dominique Pellicot, maître Béatrice Zavaro. C'est son propos à elle. Je veux dire, je pense qu'elle a continué dans ce qu'elle a toujours été, Madame Pellicot, c'est-à-dire dans la dignité et la mesure. Je crois que vous avez compris que vous n'avez pas affaire à une femme qui va hurler à la barre et qui va insulter son mari, bien qu'à mon sens, son envie est prenante. Et des propos recueillis à la cour criminelle d'Avignon par l'agence France Presse. Allez-y. Elle avait tout à fait, évidemment, là, le droit, voire le devoir de parler. Ce qui me frappe, mais probablement on n'aura pas le temps de développer le débat, c'est qu'elle tire d'événements et d'un univers tout de même très singulier, des leçons pour tout le monde, alors que je crois que la France a progressé sur ce plan-là. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Allez, retour dans un instant sur la déclaration de Jordan Bardella, qui exige un casier judiciaire vierge pour les candidats du RN, avec Marine Le Pen en plein procès. Cette déclaration met-elle finalement le RN en difficulté? Alors, parlons vrai. Est-ce que l'exigence d'un casier judiciaire vierge vous semble une bonne idée à émettre à ce moment précis de la politique, notamment au RN? Est-ce que quelque part, Bardella n'est pas en train de se placer pour 2027 en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen? Et à cette question, exigence d'un casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections, les propos de Bardella sont, pour 43% d'entre vous, un coup politique, pour
40% une bourde et pour 17% une attaque voilée. Vous voulez réagir? Les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Et Guillaume Bernard est avec nous, politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question rapide, une réponse rapide. Est-ce que finalement c'est une erreur de jeunesse? Oui, je crois que l'explication la plus simple est très souvent la meilleure. C'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam. Donc il parlait des candidats aux municipales et aux législatives, mais ça n'exclut quand même pas le fait qu'il puisse y avoir des tiraillements internes, et je pense qu'on aura l'occasion de discuter sur les velléités de Bardella et de certains au Rassemblement national de soutenir sa candidature plutôt que celle de Marine Le Pen. Ça tombe bien, c'est dans un instant. Bougez pas, petite pause, on revient tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, nous avons décidé de rester jusqu'à 19h. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça fait plaisir. Bah oui, parce que tous les jours, on se dit, mais est-ce qu'ils vont rester jusqu'à 19h? Vont-ils tenir? Ils vont tenir. Oui, ils vont tenir. Et même plus tard. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Jean Dorido, Farid Temsamani et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Ah bon? Attendez. À la boulette. Si Marine Le Pen est condamnée? Ah oui, j'ai fait la boulette. Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Je vous en prie, restez concentrés. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Et si l'appel confirme la première sanction? Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a toujours été là. S'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Bravo à Maxime, organisateur. Excellent. Il est fort, ce Maxou. Il est très fort. Il est très fort. Il est costaud. Et vous l'avez compris, c'est pas le coup de projecteur des vraies voix. Bien entendu, c'est le grand débat du jour. Alors, on va revenir sur ce casier judiciaire vierge. C'est la règle numéro 1 pour être candidat RN à une élection. C'est ce qu'a affirmé Jordan Bardella hier. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de comprendre dans cette recontextualisation. Le président RN évoquait les investitures des candidats méconnus aux élections législatives. Il ne parlait explicitement pas forcément de Marine Le Pen, dont il affirme encore l'innocence, mais en plein procès sur les assistants redéputés. Sa déclaration interroge. Je vais y arriver. Alors parlons vrai. Est-ce que l'après Marine Le Pen, en cas d'inéligibilité, a déjà débuté au RN? Est-ce que Bardella est le candidat naturel du RN en 2027 si jamais elle était empêchée? Et à cette question, exigence d'un casier vierge pour les candidats aux élections, les propos de Bardella sont: pour 43% d'entre vous, un coup politique, pour 40% une bourde et pour 17% une attaque voilée contre Marine Le Pen. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et avec un petit peu de sérieux, Guillaume Bernard est avec nous, politologue, auteur du livre La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir. Merci d'avoir accepté cette invitation à Sud Radio. Philippe Bilger. Alors je me demande, malgré, comme d'habitude, la pertinence des interrogations de Sud Radio, je me demande si on n'hypertrophie pas le propos de Jordan Bardella. Pour moi, ça n'est pas un coup politique, ça n'est pas un coup fourré contre Marine Le Pen, c'est tout simplement, quand on écoute l'émission, comme je l'ai fait, avec des journalistes que j'ai trouvés très partiaux et discutables, à l'égard de Jordan Bardella, c'est une sorte de piège auquel il n'a pas su soustraire. À partir du moment où on l'a questionné beaucoup sur les candidats qu'il avait acceptés, et il a répondu: je ne pouvais pas vérifier la moralité de tous les candidats aux législatives. Il s'est trouvé coincé lorsqu'on lui a demandé: mais si Marine Le Pen est condamnée, et comme en réalité il devait affirmer, même en sachant que c'est faux, qu'elle était innocente puisqu'elle sera vraisemblablement condamnée en appel, il était littéralement coincé. Mais je ne vois aucun mauvais dessein derrière tout cela. Jean Dorido. Alors,
J'aurais tendance à dire exactement le contraire. J'aurais tendance à penser que c'est justement les trois. C'est à la fois un coup politique, à la fois un petit scud vers la patronne et en même temps, effectivement, une erreur de jeunesse. Il fait les trois en même temps. Il fait un strike, Jordan Bardella. J'aurais tendance à rejoindre Philippe Bilger sur l'attitude des journalistes très hostiles. Maintenant, bon, c'est un peu leur job aussi, quoi. Ils sont là quand même pour challenger, pour le dire en bon français, ils ont l'habitude, ils sont toujours, la personne en question. Et en fait, oui, c'est les trois en même temps. C'est vrai qu'il se prend les pieds dans le tapis. Ils vont le chercher sur... Il y avait des personnes quand même au profil qui laissaient plus qu'à désirer lors des précédentes élections. Donc, il a plus blanc que blanc. Et paf, il a évidemment le boomerang. La boulette. Sur la boulette. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il savait pertinemment qu'on l'interrogerait sur Marine Le Pen. Ça me paraît complètement logique. Alors, il a initialement pas forcément voulu en faire un coup politique. Il en fait finalement un coup politique. Mais je pense que si on interrogeait Marine Le Pen elle-même, je pense qu'elle dirait exactement la même chose. Le Rassemblement national, c'est un parti qui a toujours prôné que finalement, ils étaient complètement différents des autres, du Parti socialiste, de l'UMP et des Républicains notamment. Donc moi, ça me paraît complètement logique. Effectivement, les candidats qu'ils ont investis lors des dernières législatives, parfois prêtés, en tout cas à discussion, pour être gentil. À minima. Exactement. Mais moi, ça me paraît complètement logique. Ensuite, je pense qu'ils forment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais entre les deux, finalement, une sorte de couple politique relativement sain. Alors, je vous rappelle qu'aux dernières législatives, Marine Le Pen mettait en avant Jordan Bardella pour être le futur Premier ministre du pays. Et moi, ça me rappelle que si Marine Le Pen est effectivement condamnée, on aurait peut-être une situation à la russe, où à une époque, Medvedev, si je ne dis pas de bêtises, est devenu président le temps que Poutine soit nouveau éligible. Exactement. Ouais, c'est vrai. Guillaume Bernard, vous avez notamment écrit le mouvement d'extrogir, c'est comment la politique française tourne à droite. Alors, est-ce que vous êtes plutôt bilgériste, doridotiste, dans la ligne médiane temsamaniste, je ne connaissais pas encore le mot. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a l'erreur de jeunesse, mais est-ce qu'il peut y avoir un petit peu d'arrière-pensée, ce qui n'arrive jamais chez les politiques, soit dit en passant? Bien sûr. Ça se saurait. Sincèrement, qu'il n'ait pas préparé une réponse me paraît tout à fait incompréhensible. À ce niveau de responsabilité et ayant été premier ministrable, au moins dans son camp politique, il est évident qu'il fallait qu'il prépare quelque chose. Donc, l'explication la plus simple, c'est celle de dire que c'est une maladresse, mais ça n'exclut pas, effectivement, le coup de billard à plusieurs bandes. Et ce coup de billard, il me semble qu'il n'est pas totalement à exclure, dans la mesure où on sait très bien que Marine Le Pen a déjà fait 3 campagnes, ce serait sa 4e campagne présidentielle. C'est quelque chose d'épuisant. Elle l'a elle-même dit, et honnêtement, je crois que aucun d'entre nous ne serait véritablement capable de tenir physiquement et nerveusement une telle expérience. Et donc, on peut comprendre qu'elle ne soit pas nécessairement absolument partante pour y retourner. De l'autre côté, Jordan Bardella a incontestablement pris de la confiance. Certains diraient peut-être pris un peu la grosse tête. Et donc, par conséquent, que certains au RN puissent envisager qu'il faille un visage neuf, un visage plus jeune, un visage, je dirais, d'un RN qui n'est pas du tout et en aucune manière l'héritier de l'ancien Front National, ça ne me paraît pas totalement à exclure. Et ce, d'autant plus que si c'est Marine Le Pen qui est candidate, il est clair qu'il y aura à nouveau, comme ça a été le cas en 2022 avec Éric Zemmour, il y aura à nouveau des candidatures concurrentes dans ce que j'appelle le clan national populiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que Marine Le Pen n'est pas à la hauteur, notamment des débats de l'entre-deux tours, et que par conséquent, il faut tenter sa chance, il faut présenter d'autres candidats. Alors que Jordan Bardella, je ne dis pas qu'il serait en capacité de faire mieux que Marine Le Pen, mais en revanche, il apparaît comme étant celui ou l'un de ceux qui seraient prêts à négocier, à trouver des accords pour éviter des candidatures parasitaires, pour ensuite, effectivement, élargir le spectre politique. Et donc, je crois que c'est peut-être cela qu'il y a derrière, mais évidemment, je ne suis pas dans la conscience ni de Bardella, ni de ses conseillers. Ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Déjà, notre vraie voix du jour, Franck de Marseille. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, écoutez, moi je pense que Jordan Bardella est dans son rôle, parti différent des autres, parti propre, hein, c'est ce qu'il veut incarner. Et moi je vous pose la question de savoir, et s'il tentait de peser sur la décision des juges? Je veux dire par là que si il dit aux juges, attention, les réquisitions, si vous les suivez, ça veut dire que Marine Le Pen sera empêchée de pouvoir se présenter, et donc vous prenez le risque d'avoir 14 millions d'électeurs qui seront extrêmement mécontents. Et quelque part, ça peut être aussi un jeu à trois bandes qui tente de peser sur la décision des juges. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Allez, Thomas qui est avec nous. Merci beaucoup, Franck. Bougez pas. Thomas qui nous appelle des Anvilles. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bien, alors moi j'aurais, pour moi il nous a fait une Bardella, il nous a fait une petite bourre en fait, Jordan. Souvenez-vous il y a quelques mois, quand on était à la recherche d'un Premier ministre, Gabriel Attal l'a gentiment amené sur le terrain des binationaux qui ne pouvaient pas occuper de postes à responsabilité. Jordan Bardella se met dans la brèche et boum, derrière, on lâche le nom de Madame Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation, etc. Alors ça, et puis surtout lui, à lui-même, une assistante qui a une binationalité russe. Et il tombe dans le panneau à chaque fois, en fait, Jordan Bardella. C'est un enfant politique. Hein. Je pense qu'il a un costume qui est beaucoup trop grand pour ses épaules. Il n'a pas les compétences, pas encore l'intelligence, ou du moins peut-être pas encore les compétences et pas l'intelligence pour quoi que ce soit en ce moment, actuellement, pour nous. Restez avec nous, Thomas Philippe Bilger. Je croyais être le seul centriste authentique de ce plateau, mais tout le monde est centriste. Parce que les questions de Sud Radio, on n'ose pas dire qu'il faut en choisir une, on dit c'est trois. Je ne crois pas une seconde à l'entreprise de Jordan Bardella contre Marine Le Pen. Il a été piégé, il a eu tort de l'être, il aurait dû préparer probablement cette question, mais je crois qu'il faut arrêter en permanence devant des questions toutes simples de leur prêter des arrière-pensées considérables. J'aurais tendance à aller dans le sens de Philippe Bilger, d'autant que l'analyse de Thomas est tout à fait juste. C'est un fait, le piège sur les binationaux, il est tombé dedans à pieds joints, Jordan Bardella, et c'est le pansement du capitaine Haddock. C'est le truc, c'est le sparadrap, il n'arrive pas à s'en défaire, ça lui retombe dessus à chaque fois. Après, les journalistes l'ont emmené sur ce terrain-là, ils font leur job. Oui, mais on en a reparlé hier. Oui, absolument. Moi, je pense que l'intelligence de Marine Le Pen, et là je souscris notamment sur le fait qu'elle a été candidate 3 fois, je pense qu'il y a un plafond de verre. On l'a vu notamment sur ce fameux barrage républicain, entre guillemets, qui s'effrite complètement. Mais demain, vous avez un candidat qui ne porte pas le nom Le Pen. Je pense qu'en réalité, l'effort en termes d'élection, en fait, sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple pour ce parti. Mais il fera beaucoup moins qu'elle. Guillaume Bernard. Moi, je pense sincèrement que de toute manière, bourde ou pas bourde, en tout cas, impréparation et donc preuve qu'il n'est pas totalement au niveau. La formule de Bardella et la situation judiciaire de Marine Le Pen ouvrent de toute façon la question de savoir qui sera candidat ou qui seront les candidats potentiels pour représenter le camp national populiste à la prochaine présidentielle. Et que, d'une certaine manière, est-ce que Bardella n'ouvre pas, peut-être involontairement, tout simplement la possibilité de dire il faut une primaire, il faut que ce camp s'organise pour qu'il puisse présenter un candidat capable de rassembler au-delà du Rassemblement national et éviter effectivement le plafond de verre. Dans tous les cas, qu'il ait ou non commis une bourde ou qu'il cherche justement à mettre un coup de patte à sa patronne, dans tous les cas, de toute façon, la question de la désignation du candidat du camp national populiste à la prochaine présidentielle se pose parce que c'est un bloc politique qui représente des millions d'électeurs qui ne peut évidemment pas se retrouver avec pas de candidat. Et qui nécessite effectivement qu'il n'y ait pas un candidat qui soit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc par conséquent, je crois que la situation dans le fond est compliquée pour le RN, mais finalement elle lui rend service. Elle lui offre la possibilité
d'ouvrir les portes à une primaire, oui, à une alternative. Oui. Allez, ça réagit encore au 0826 300 300. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir. Alors, un point de vue qui va sûrement vous faire parler, c'est et si avec les temps qui vont devenir difficiles et exigeants pour les Français, et si les Français ne supportaient plus ces gens qui sont condamnés, qui reviennent sans cesse, et si ça finissait en proposition de loi pour que certaines condamnations empêchent les personnes de présenter, et quelque part, est-ce que ça ne pourrait pas finir par une majorité avec des gens plus jeunes dans les partis qui pourraient se débarrasser de gens qui empilent les condamnations les unes après les autres, ils sont toujours là. Alors ça dépend des condamnations déjà. Ah oui, ça dépend pour quel motif. Et puis surtout, moi j'en rêverais d'une France comme celle qu'évoque notre auditeur, mais on a constaté dans l'histoire et dans le passé évidemment que les Français sont totalement indifférents à l'éthique judiciaire. Ils ont voté, ils ont élu des gens qui ont été condamnés. Ça leur pose aucun problème. Bah regardez Cahuzac, ça leur a... Non, mais regardez, vous êtes trop jeune, ma chère Cécile, mais il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés, ils ont été confirmés sans aucun problème. Un exemple, Alain Juppé a été condamné pour emploi fictif et c'est pas pour autant qu'il a été il est revenu ministre, effectivement, oui, Balkany par exemple. Ah oui, condamné en un mot, on est d'accord, hein, Sébastien. Oh, joli, Cécile de Ménibus. Ah bah écoutez, oui, c'est pour ça, on parlait pas de la même chose en fait. Guillaume Bernard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, politologue, auteur de ce livre. La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'extorgir. Ah, votre micro n'est plus ouvert. On a perdu Cécile de Ménibus. C'est bon, là, votre micro remarche. Ah d'accord, il fonctionne, super. Donc dans un instant, avec nous, Franck de Marseille, et on fera le qui c'est qui l'a dit. Vous êtes prêts? Allez, on y va. On fait une petite pause, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Cécile de Ménibus qui râle en antenne, ça c'est sûr. Ah ouais, je râle. Ne changez rien. Oui, votre débat que vous lancez, il y a une énorme différence, c'est que d'un côté il y a les lecteurs, de l'autre il n'y a pas les lecteurs. Oui, oula, mais les gens n'écoutaient pas. Ils écoutaient pas. Non, je disais juste que ce soit les politiques. C'était profond ce que vous avez dit. Oui, et je me suis permis de le critiquer. Oui, vous avez raison, mais ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une égalité, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on est tous logés à la même enseigne. Non, on devrait. Parce qu'il n'y a aucune égalité totalement égale. Chaque situation est radicalement différente. Vous ne pouvez pas comparer un député à la personne que vous évoquez. Ça n'est pas du tout la même chose. La justice, quand même, est représentée avec un bandeau sur les yeux, non? Parce qu'elle juge tout le monde Philippe, pareil. Je suis désolée, quelqu'un qui achète de la drogue, qu'il soit député ou citoyen classique, c'est la même chose. En fait. Mais on ne peut pas. Mais on n'appliquera jamais le même poids et la même mesure à ces deux situations différentes. Mais moi, je pense que c'est même l'inverse qui devrait arriver. C'est-à-dire que quelqu'un qui est représentant de la nation devrait être plus sévère avec lui. Je suis d'accord. Il y a quand même une chose importante là, c'est le qui c'est qui l'a dit. Bien fait, j'ai l'impression qu'il est passé par perte de profit. C'est la faute de Cécile qui tout à coup a des pensées extrêmement préoccupantes et qui m'a obligé à me mobiliser. Que vous soyez puissant ou misérable, la justice vous fera blanc ou noir. Exactement. Voilà, Franck, vous êtes avec nous? Oui, Cécile, je vous soutiens. Merci mon petit chat, vous êtes un amour. Merci, ça donne le moral pour les autres. Des cœurs, je vous envoie des cœurs. Franck, vous lancez le jingle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh bien, on lance le qui c'est qui, je sais pas quoi. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le qui c'est qui, je sais pas quoi, ça c'est original. Mais j'adore. Allez, un point, mon cher Franck. Écoutez bien, qui c'est qui l'a dit, j'ai toujours protégé nos agriculteurs. Emmanuel Macron. Bonne réponse de Franck. Il met toujours une première question à un point. On commence toujours par le président. Oui, parce qu'on commence facile, un point. Allez, on y va. À qui c'est qui l'a dit à 2 points? La dette, le monde du travail n'y est pour rien. Elle a augmenté à cause des baisses d'impôts pour les plus riches. C'est donc à eux de payer. Et ce n'est pas... Non. Ça pourrait être Binet. Vous avez dit quoi? Binet. Bonne réponse, Sophie Binet. J'adore votre dramaturgie quand vous citez les phrases. Il est dedans. Oui, il est dedans. Moi, ça m'interrogeait, moi, sur Philippe et Binet. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points sur l'Ukraine. Monsieur Biden a du sang sur les mains.
Franck. Poutine. Non. Poutine. Zelensky. Bardella. Non, il est français. Non, il est français. Non, il est français. Mélenchon. Non. Mélenchon. Non. Non. Tiens. Il a du sang sur les mains. Du sang sur les mains. Sang sur les mains. Monsieur Biden a du sang sur les mains. Philippot. C'est quelqu'un qui dit ça qui aime les barbecues. Ah, Roussel. Bonne réponse. Merci, Cécile. Roussel. Ah, mais 3 points. Cécile a des manières très subtiles de me privilégier. C'est ça. Attention, Franck. Franck. Celle-là aussi vaut 3 points. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Si on ne stabilise pas, on aura une crise grave, qui sera une crise politique, mais qui ne sera pas seulement une crise politique. Vu l'état de nos finances, une crise politique déclenche une crise financière. Vous devriez faire des recitations plus longues encore, Philippe David. Ah, mais elle est intéressante. Ouais. Franck. Ouais. Écoutez, j'en sais rien. Édouard Philippe. Edouard Philippe. Bonne réponse de Farid. Édouard Philippe. C'est bon ça, bravo. Il est excellent, Farid. Question, qui c'est qui l'a dit 3 points? La liberté d'expression en France, c'est pouvoir caricaturer les religions. Franck. Ce matin, c'était indiqué par un politique. C'est je me souviens plus, un ministre, mais je me souviens. C'est là. C'est une ministre. Bonne réponse, Al Ministre de l'Éducation nationale. Ils sont forts. Qui c'est qui C'est la cravate jaune, ça, c'est ça, c'est l'effet. Qui c'est qui l'a dit? Franck a 2 points. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est la règle numéro 1 pour être parlementaire de la République. Bonne réponse de Franck. Question, qui c'est qui l'a dit 2 points? Je continuerai à agir. La politique crève des paroles en l'air. Franck. Hollande. Non. C'est mon idole, Gabriel. Bonne réponse. Gabriel Attal. J'ai cru que c'était Gabriel Destré, votre idole. J'aurais bien aimé aussi. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Franck, quand les classes populaires ne se reconnaissent pas dans les écologistes ou dans la gauche en général, ce n'est pas la faute des classes populaires. Franck. Fabien Roussel. Non. C'est pas Marion Maréchal? Non. Bardella. Non. Elle a une veste verte. C'est la patronne des... c'est ça. Oui, c'est elle. Tondelier. Mais oui, on l'a entendu hier. C'est fini, Marine c'est Tondelier. fini. Eh bien, écoutez, non. C'est la fin des haricots. C'était dur. 9 points pour Farid Temsamani, 7 points pour vous, 3 points pour Franck et Jean Dorido qui est Fanny. Du coup, j'ai gagné. Oui. Bravo. Merci. Désolé. Il n'y a pas une erreur en faveur de Farid? Yellow Power. Excusez-moi Farid, à qui vous donnez cette victoire? Vous la transmettez à qui? Vous la transmettez à Franck? À Franck, forcément. Voilà, Franck, voilà, Merci. on vous transmet Merci c'est l'élément de transmission. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, on était ravis de vous avoir. Vous avez une voix de radio. Ils ont de plus en plus des voix de radio, nos auditeurs. Ils ont des bonnes voix. Et puis il a du contenu en plus, Franck. Comme le vôtre, oui. Oui, merci. Mais on imagine toujours quand on... Vous faites pas ça quand il y a une voix qui vous intéresse et qui vous... Voilà, vous imaginez la personne? J'ai imaginé avant de vous voir. Et j'étais déçue. Pas du tout, j'ai dit le contraire. Merci Franck en tout cas d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le journal. La météo, le coup de gueule de Philippe David. Eh bien écoutez, moi j'aurais aimé que, comme on va parler de Maurice Ravel, certains finissent au violon. Allez, c'est une charade? Non. Non, pas du tout, mais vous allez comprendre pourquoi. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. La voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais que le temps passe vite avec vous. Ça fait déjà 1 heure, Philippe David. 1 heure et 6 minutes. Ah oui, déjà. Incroyable. Oui, 1 heure et 6 minutes. C'est au cas où vous prendriez le train, c'est ça? On sait jamais. C'est l'horloge parlante, Philippe David. Elle a fait un TGV, un tir à grande vitesse. Ou un tir à gros volume. Philippe David est avec nous, Farid Temsamani, Jean Dorido et bien entendu vos 0826 300 300. En attendant ce même numéro, vous laissez des messages et on va les écouter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric de Tipeis en Lot-et-Garonne. Votre invité vient de dire que le Mercosur, en gros, l'accord que nous allons signer pour le Mercosur, est une bonne chose. Nous n'avons pas besoin du Mercosur pour importer de la viande pas chère. Dites au gouvernement de nous autoriser des élevages de 1000, 2000, 3000, 5000 bêtes, de nous autoriser les hormones, de nous autoriser les OGM, et nous allons produire ici, en France, chez nous, moins cher de la viande de merde que nous n'aurons pas besoin d'aller chercher dans l'accord du Mercosur.
Merci à vous les Parisiens. Bonne journée. Au revoir. On n'est Parlons pas vrai. parisien. Agriculteur dans le Lot-et-Garonne. Ah oui, il fait référence à Jean notre Quatremer. Jean Quatremer, et il le dit de manière caustique, mais il a raison. C'est vrai que quelque part, il n'y a pas besoin d'importer. On fait des OGM et des hormones et c'est parfait. On se tire une balle dans le pied, on empêche nos agriculteurs de mal travailler, ce qui en soit une bonne chose, mais on importe de la viande qui est faite n'importe comment. C'est une honte, on marche sur la tête. Farid, pour le bon sens paysan, c'est Frédéric qui l'a. Complètement. On se tire effectivement une balle dans le pied. Je rappelle juste que le Mercosur, en fait, c'est un accord qui date de 2019. 2019, c'est il y a déjà 5 ans. Il y a 5 ans, les conditions n'ont pas évolué. Et si là, je ne m'abuse, Emmanuel Macron était pour le Mercosur au départ. Il me semble qu'il était président en 2019, effectivement. Je crois qu'on peut le dire. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant avant la grande. Le grand scène, moment. Le grand moment, oui, mais c'est ça. C'est le moment, c'est le pic de l'émission. Le coup de gueule de Philippe David. Non. Ah oui, là, je vais vraiment mettre tambour et trompette. Ah ouais, d'accord. Vous avez pris un café numéro 10 Non, j'en ai pris 8. Ah oui. Bon, allez, on vous dit ça dans quelques instants. Merci en tout cas de votre fidélité. On est ensemble jusqu'à 19h, c'est les vraies voix. Et c'est sur Sud Radio, bien sûr. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, pourquoi il y en a de fausses? On nous copierait peut-être. Les vraies voix sont sur Sud Radio. Ah oui, parce que important de le rappeler. les autres sont fausses. Elles sont qu'ici d'ailleurs. Exactement. Méfiez-vous des contrefaçons. Absolument. Avec Farid Temsamani qui est avec nous, avec Jean Dorido et Philippe Bilger bien entendu, et notre Philippe David national. C'est son heure, 18h13. Il n'est pas content. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe du côté du quartier des Batignolles, où se situe le tribunal judiciaire de Paris. Pourquoi ? Parce que l'homme de 27 ans qui avait appelé sur les réseaux sociaux a brûlé vif, le proviseur du lycée Maurice Ravel, qui avait demandé à une élève de retirer son voile, a été condamné, alors je mets des guillemets à condamner, les guillemets s'imposent, à 600 € d'amende, 3000 € de dommages et intérêts, un stage de citoyenneté. Une condamnation qui ne sera pas mentionnée au casier judiciaire du condamné pour ne pas pénaliser sa carrière professionnelle qui commence vu son âge. Et je me demande si toutes les rodomontades et tartarinades assorties des traditionnels bombements de torse et roulements de mécanique, nous disant et nous répétons qu'on ne céderait rien, que les plaines seront exemplaires et que la République est forte, ne sont pas, en toute franchise et à mon grand regret, de la pâtée à gogo. Comment expliquer ce jugement pour le moins laxiste en plein procès de ceux qui sont en train d'être jugés pour avoir organisé sur les réseaux sociaux déjà l'assassinat de Samuel Paty? Est-on en phase de dépénalisation de l'appel au meurtre? Est-ce que finalement, appeler à brûler vif un proviseur n'est pas un fait particulièrement grave? A-t-on retenu les leçons des assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard? Inutile de dire qu'avec un tel verdict, le prochain enseignant, principal ou proviseur qui sera jeté en pâture sur les réseaux sociaux peut d'ores et déjà faire une croix sur le fait que la justice sera à ses côtés, les magistrats n'ayant eu aucune vergogne à faire pipi sur la tombe de Samuel Paty hier, la victime étant proviseur du lycée Maurice Ravel lors des faits, on peut dire que la justice est un peu une pavane pour une infante défunte. Je retrouve le Philippe David ombre et lumière, c'est-à-dire bien sûr la justice c'est critiqué, il adore ça, mais le mérite. Non, mais peu importe Philippe, de toute manière, là où je vous rejoins, par rapport au climat actuel et par rapport à l'infraction elle-même, ce qu'on lui donne, c'est zéro. Ça n'aura rigoureusement aucun effet. Ce qui est scandaleux, c'est deux choses pour moi. C'est déjà l'institution en elle-même, qui, dans ce type de situation, normalement, doit être implacable. Ce qui n'est pas le cas. Même si la ministre dit le pas de vague, c'est terminé, je n'y crois pas un instant. C'est les roulements de mécanique. Exactement. Et la deuxième chose, effectivement, la justice, rendue au nom du peuple français, je le rappelle. En plein procès, justement, sur Samuel Paty, paix à son âme, je trouve ça scandaleux. Et il ne faut pas s'étonner si demain, vous avez d'autres collègues, d'autres enseignants qui sont roués de coups et j'ose pas imaginer le pire.
Non, mais c'est un fait. Nous vivons en démocratie, c'est une chance inouïe. La justice est indépendante, très bien. Le problème, c'est que personne ne juge la justice et personne même n'a son mot à dire. Aux États-Unis, on vient d'en parler avec l'élection de Trump, les juges sont élus là-bas. Donc ils sont purement les représentants de la population. Nous, c'est un fait qu'on a des juges, bon voilà, ils sont formés à l'ENM comme ça, puis il y a une idéologie évidemment de la justice, et c'est un fait qu'on est complètement sidéré quand on voit des peines comme ça qui sont incompréhensibles en réalité. La peine au meurtre, c'est gravissime. Comment on peut avoir une idéologie face à un drame qui a touché tout le monde, hein, ça a scotché tout le monde, ému tout le monde. Comment aujourd'hui on peut en réaction donner ce type de jugement, ce type de verdict, c'est surréaliste. Ouais, je trouve ça. Il y a une idéologie d'une certaine forme de culture de l'excuse, si vous voulez. Voilà, mais ça va durer combien de temps ? Ça va durer combien de temps ? Ça fait longtemps que ça mais dure. Malheureusement, Cécile, vous avez des tempéraments et des personnalités qui demeurent absolument insensibles à tout ce qui devrait les faire changer d'avis. Oui, mais là c'est la sécurité d'enseignants qui en Est-ce que l'on sait si le parquet fait appel ou pas ? Écoute, j'espère. On n'a pas d'infos pour le moment. Je serais curieux. Aussi, ouais. Il y a quelques années, il y a une juge qui avait été intimidée par vraiment un bandit de grand chemin qui avait reçu des intimidations, des menaces de mort. Je serais curieux de savoir, voilà, cette personne-là qui s'est permis de menacer un juge, savoir quelle a été la peine, voilà, que cette personne, voilà, dont cette personne a écopé par rapport à ce jeune-là. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour ce sujet. Vous êtes en plein dans le... j'adore. Le franchouillard. Dans toute sa splendeur. Moi aussi. Oui, c'est pour ça que je n'aime pas quand on a la pensée franchouillarde. Mais d'ailleurs... J'assume totalement, cher ami. Je ne parlerai pas à vous. Non, mais c'est quand même assez inouï. Le français est réputé, si vous voulez, pour vraiment s'auto-flageller en permanence. Et que la France ait inventé ce terme franchouillard. C'est quand même inouï d'inventer un terme péjoratif pour parler de la France. Et il y en a d'autres très beaux. Voilà. C'est parfait. Allez, tout de suite, l'info en plus, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et à 1 an et demi des élections municipales, les maires de gauche semblent être les plus en danger selon une étude IFOP. Oui, toutes tendances confondues, un peu plus de la moitié des sondés espèrent la réélection de leur maire au printemps 2026 quand l'IFOP les interroge. Sauf que les habitants des mairies tenues par la gauche sont moins nombreux, 47% à souhaiter la reconduction de leur maire. Moins nombreux si on les compare aux habitants des municipalités tenues par la droite, 54% de vœux de réélection et même 56% pour les maires d'extrême droite. Pour parler de ce résultat, nous sommes avec François Cros, directeur d'études à l'IFOP. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Comment ça s'explique ce résultat ? Est-ce qu'on a une droitisation de la France, y compris sur les enjeux municipaux, ou bien est-ce que c'est les habitants des municipalités de gauche qui seraient sans doute moins légitimistes, moins loyalistes envers la figure du maire ? Oui, il faut comprendre que le tissu urbain aujourd'hui il est largement dominé par des maires de droite et du centre. C'est quand même la droite qui a, comme en 2014, gagné les dernières élections municipales de 2020. Il y a juste une illusion d'optique, comme l'a très bien montré certains think tanks qui ont analysé les résultats, qui fait que, en fait, dans les villes-centres des grandes agglomérations, dans les métropoles d'environ plus de 100 000 habitants, là, et uniquement là, la gauche est dominante. La gauche, notamment, via les écologistes qui étaient mis en figure de proue des différentes listes d'alliances et qui leur a permis de conquérir ou reconquérir différentes municipalités. On pense par exemple à Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou d'autres encore comme Poitiers. Donc il faut comprendre que dans ces villes-centres des grandes agglomérations, on a un niveau de politisation, de nationalisation des enjeux, d'idéologisation, un vote qui est beaucoup plus, on va dire, national, beaucoup plus sur des étiquettes partisanes que dans le reste du tissu urbain, où là, on est plutôt sur des campagnes un peu à l'ancienne, c'est-à-dire où le maire joue le rassemblement, il joue plus sa personne que les étiquettes partisanes, et il est à fond sur des enjeux, je dirais, locaux, plus que sur des grands débats nationaux. Et donc, globalement, dans les villes où il n'y a pas trop de débats et d'idéologisation, il y a plutôt un souhait de réélection qui est massif, mais dans les communes où les municipalités ont mis en avant des marqueurs idéologiques très prononcés, on pense notamment aux mairies ELV qui dirigent certaines grandes métropoles, là,
ça s'avère beaucoup plus serré et compliqué pour elle en 2026. À votre avis, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que les maires de gauche sont globalement moins attentifs aux politiques de sécurité et de tranquillité publique? Est-ce que ça ne peut pas jouer? Oui, puisque un des enseignements de l'enquête, c'est de montrer que, y compris chez les électeurs de gauche, il y a une forte attente sur des enjeux comme la sécurité des biens et des personnes, la lutte contre les incivilités, la bonne gestion des deniers publics ou la gestion de la dette. Donc, sur des thématiques qui sont plutôt des thématiques des forces de droite, du centre et de la droite, on a un certain consensus dans les différentes villes et dans les différents électorats. Donc, bien sûr que dans les métropoles, dans les villes-centres des grandes agglomérations, on a un électorat beaucoup plus jeune, beaucoup plus diplômé, beaucoup plus bobo, entre guillemets, qui est plus indifférent à la question de l'immigration, de l'insécurité, des biens et des personnes au quotidien, parce qu'ils considèrent qu'ils n'en souffrent pas comme d'autres. Mais voilà, globalement, les thématiques sont plutôt favorables à la droite, et par son implantation et sa composition, les maires de droite sont dans des villes beaucoup plus stables, qui varient moins globalement d'une élection à l'autre. Merci beaucoup. Vous vouliez poser un truc? Non, écoutez, je crois que l'explication est limpide. Écoutez, très bien. Merci beaucoup François Cros d'avoir été avec nous, directeur d'études à l'IFOP. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger. Voilà, je voulais parler de Jordan Bardella, mais sous un autre angle. Très bien. De dos, donc. Jean Dorido. Non, de profil, peut-être. D'accord. Jean Dorido. Je vous parle du procès de Pierre Palmade qui s'ouvre demain. Farid Temsamani. Et je vais vous parler de clown. De clown? D'accord. C'est dans un instant. C'est un joli teasing. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et Philippe Bilger est avec nous, chers amis, et Farid Temsamani avec Jean Dorido, Philippe David, bien entendu, et vous aux 0826 300 300. Il nous reste quelques petits moments, si jamais vous voulez bien sûr nous contacter et débattre avec nous. Vous êtes absolument les bienvenus. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Non, moi j'aime pas vos règles à géométrie variable. À chaque fois, je me fais entuber par Philippe Davy, qui est une racaille. Quand on parle du loup, on en voit la queue. En général, les poils pubiens ne m'intéressent pas du tout. Ah bon? Le tour de table de l'actualité. J'espère que ce que vous avez à dire, Philippe Bilger, est sérieux, parce que sinon ça n'a mais en fait, Maxime est remarquable parce qu'il prend mes pensées les plus profondes. C'est le cas de le dire. Et sans chute sur la langue en plus. Jordan Bardella, Philippe Bilger, prend des risques selon vous? Oui, en fait, quand j'ai écouté l'émission hier soir, d'abord, à côté de mon indignation à peu près constante devant le questionnement si peu objectif des journalistes de BFM, je me suis dit, lors du fameux passage sur lequel vous avez attiré l'attention des auditeurs, je me suis dit, mais Jordan Bardella prend un risque tout de même en disant que Marine Le Pen est innocente et que si on est condamné, on ne pourra pas se représenter. Je me suis dit que ça allait créer peut-être une petite dispute entre eux, et je ne doute pas qu'elle a eu lieu, parce que tout de même, Jordan Bardella était courageux de dire qu'elle était innocente, alors que je crois, là je serais prêt à faire un pari stupide, qu'elle sera condamnée en appel, et donc j'y ai vu un risque de sa part, peut-être une imprudence, en tout cas rien qui relève d'un complot, sans vouloir faire référence au débat passionnant d'avant. Jean Dorido. Non, alors pour ma part, j'ai vu d'un œil distrait, je le confesse, l'intervention de Jordan Bardella hier. Toutefois, vous savez, les psychanalystes, ils font l'écoute flottante. Ils appellent ça l'écoute flottante. Ils n'écoutent pas, mais il y a une petite musique qui se dégage. Et j'ai trouvé que la petite musique qui se dégage de Bardella, c'est que quand même, il fait le job, comme on dit. Il a quand même vraiment le physique de l'emploi. Il présente bien. Je l'ai vu. Enfin, vraiment, j'avais le sentiment, malgré l'hostilité non dissimulée de ses intervieweurs, j'ai trouvé quand même qu'il s'en sortait plutôt brillamment, qu'il a une espèce de côté premier de la classe, comme ça, dans le bon sens du terme, un petit peu le Gabriel Attal de droite, si vous voulez, vous voyez, une espèce de gendre idéal, comme ça, qui présente bien, qui parle bien, et j'ai trouvé que l'exercice était quand même plutôt réussi.
Farid Temsamani. Moi, je ne pense pas qu'il y ait entre eux en réalité une difficulté, y compris avec cette sortie. Encore, je le redis, qui pour moi est forcément orchestrée d'une part par les journalistes, mais quand on est à ce niveau-là, on prépare ce type de questions. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça peut même arranger Marine Le Pen si, in fine, effectivement, elle n'est pas capable de se présenter. Jean Dorido. À l'occasion du procès Palmade, vous voulez parler de la prise en charge que vous considérez comme déplorable des addictions en France. Ben oui, c'est un fait, parce que le procès de Pierre Palmade s'ouvre demain. Alors tout le monde se souvient de cet accident absolument tragique, dramatique de février 23. Et c'est un fait, ça rappelle à quel point Pierre Palmade, c'est un monsieur qui a eu des soucis de consommation de substances toute sa vie. Ça, on sait que ça peut arriver même à des gens très bien, parce que la drogue, c'est un fléau qui vous rend dépendant. Et c'est un monsieur qui, toute sa vie, a été pris en charge par la santé publique, si vous voulez. Et ça rappelle, c'est un exemple, je dirais, symptomatique, qui montre à quel point ça ne marche pas. La France n'a pas de politique de prise en charge des addictions. Les hauts fonctionnaires de l'école de Rennes ont filé les clés du problème de l'addiction à des médecins, et les médecins ne sont pas formés à prendre en charge une personne addicte, parce qu'une personne addicte n'est pas malade. Elle a un problème de comportement lié à l'usage d'une substance. Et la dimension psychologique, dans ces cas-là, est majeure. Et un médecin n'est pas psychologue, et inversement, chacun son métier. Et aujourd'hui, la politique sur les addictions en France, c'est une politique d'accompagnement pour la réduction des risques de l'usage des substances. C'est-à-dire que ce sont les impôts des Français aujourd'hui qui payent les salles de shoot, qui payent les seringues des toxicomanes. Donc les dealers vendent de la drogue, s'enrichissent à foison, et c'est notre argent qui paye les seringues des toxicomanes. Et pendant ce temps-là, il n'y a aucune vraie politique de prise en charge des personnes addictes pour les aider à décrocher. Ça n'est pas fait. Et le triste, tragique exemple de Pierre Palmade est symptomatique de la situation. Farid Temsamani. Je pense qu'il faut toujours en faire davantage, surtout lorsqu'il y a des risques comme l'actualité va le donner à travers ce procès, où quand il y a des morts à la clé. Je pense qu'il ne faut absolument pas oublier ça. Mais ça pose quand même une question, c'est qu'on n'est pas obligé de devenir addict quelque part. Hein. On n'est pas obligé. Surtout au dopant, j'appelle une drogue sexuelle. On n'est pas obligé de devenir addict, simplement si vous voulez. On est obligé, c'est que certains tombent dedans de façon festive. Avoir la force de pas tomber dedans. C'est-à-dire on met des moyens. C'est-à-dire que si vous voulez, en termes d'argent public, on met des moyens absolument colossaux pour payer des cures de désintoxication qui ne marchent pas, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mettez une personne qui est pas malade faire une cure, dans le meilleur des cas, elle ne prend plus de produits, dans le meilleur des cas, parce que c'est quand même le supermarché de la défonce. Les dealers sont des commerçants, ils vont vendre des produits là où se trouvent les consommateurs, et la personne ressort, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, elle rechute parce qu'elle n'a pas eu de vraie prise en charge psychologique. Et un problème comportemental lié à l'usage d'une substance, c'est un problème avant tout de psychologie qui doit être traité par des psychologues. Mais souvenez-vous des traders des années 80-90 qui se droguaient pas par plaisir, mais c'était pour tenir en fait. C'était après, une fois que vous êtes rentré, entrée gratuite, sortie payante. C'est très 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 compliqué. Merci beaucoup Farid Temsamani. Vous voulez revenir sur l'abandon des 2 heures de sport au collège que vous trouvez clownesque. Oui, clownesque. Vous avez probablement vu passer cette publication sur X du quotidien L'Équipe annonçant l'abandon de la généralisation des 2 heures de sport hebdomadaires au collège, pour n'être pas appliqué qu'aux établissements du réseau d'éducation prioritaire. Donc, publication illustrée par une photo de notre président de la République autour de 3 collégiens. Vous avez probablement également vu la réaction de notre multimédaillé olympique et héros national, Léon Marchand, avec un emoji clown. Vous avez, j'imagine que la publication de L'Équipe fait référence au président de la République, puisqu'il en était le promoteur essentiel avant la volte-face de la ministre. À l'origine, le président de la République, en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, avait lancé 2 dispositifs dont l'objectif était de rendre notre pays une nation sportive et lutter à juste titre contre l'inactivité physique et la sédentarité des plus jeunes. Il y a du boulot. Au passage, je salue l'ensemble du tissu associatif sportif et parents dévoués qui tous les soirs, les mercredis, les week-ends s'investissent pour notre jeunesse. Mais rappelons-nous, nous avons été fiers du succès phénoménal de Léon Marchand cet été chez nous. Succès légendaire, je le conçois. Si notre héros a pu obtenir des résultats aussi grandioses, c'est aussi parce qu'il a dû s'exiler momentanément aux États-Unis. Dans nombre d'interviews, notre héros national d'ailleurs exprime la différence de culture sportive entre nos 2 pays.
Pour ceux qui connaissent un peu les USA, les États-Unis, celle-ci promue dès le plus jeune âge avec des amplitudes horaires adaptées et une véritable ambition, notamment universitaire. Mais passons. Ce qui est le plus choquant dans cet abandon en race campagne, selon moi, sauf pour les quartiers populaires, mais j'y reviendrai, c'est l'explication des pontes de Grenelle, à savoir que cela n'est pas tenable, voire complexe, pour les 7000 collèges de notre pays. Ainsi, avec un pays avec un corps de près de 150 inspecteurs des finances et incapable de généraliser un dispositif ayant démontré son intérêt pour la santé physique et économique de tout un écosystème. Voilà où notre pays est tombé. Une autre forme finalement de déclassement. Quant à la volonté de faire échouer ce dispositif pour les quartiers populaires sous des prétextes humanitaires, cela est tout aussi révoltant. Si notre ministre nous écoute, et je l'espère, je préconise aussi des dispositifs de mathématiques et moins de clientélisme de la part de l'institution dans ces territoires. Espérons juste, et je terminerai par là, que pour la culture et la réussite sportive pour les prochains JO, qu'il n'y soit pas dans un siècle. Philippe Bilger. C'est très intéressant. La suppression est un scandale. Là où je m'oppose très amicalement à ce que vous avez dit, mon cher Farid, c'est que j'ai fait un entretien avec le directeur du haut niveau en matière de natation et il m'a indiqué que la relation entre la France et les États-Unis pour Léon Marchand s'était fait total en commun accord. Un mot, Jean de C'est complètement ahurissant d'entendre que les heures de sport vont être supprimées au collège. On a, surtout depuis la crise du Covid, une jeunesse qui va mal, une jeunesse qui devient hyper sédentaire, qui n'est même plus capable de courir un temps soit peu. Et c'est complètement ahurissant de voir que ces heures de sport sont supprimées. C'est un vrai souci. Oui, merci beaucoup en tout cas pour ces sujets. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de projecteur, cette fois-ci, c'est bien là qu'il arrive. Retour sur cette montée de la pauvreté en France avec plus de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, pouvoir d'achat, restaurants du cœur, agriculteurs. Quelles sont finalement les solutions face à cette crise sociale? Alors, face à cette 40e campagne des restaurants du cœur, si vous étiez né en 85, est-ce que vous imagineriez que la pauvreté irait crescendo? Est-ce que ces restos du cœur sont le symbole de l'appauvrissement de la France et des Français? Et à cette question, 40e campagne des restos du cœur, agriculteurs, pouvoir d'achat, désindustrialisation, la France s'appauvrit-elle? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Jean-Marc Sylvestre est avec nous, journaliste économique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Petite question rapide, réponse rapide. Est-ce que la situation économique de la France est grave? La situation économique de la France aujourd'hui, oui, elle est sans aucune visibilité, donc elle est très grave, à commencer par les facteurs budgétaires, puisque nous vivons complètement à crédit et nous n'avons aucune idée de la façon dont on va payer le crédit. On en parle dans un instant et j'en profite pour vous dire que je vous adore, Jean-Marc Sylvestre. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Et aujourd'hui, nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger est avec nous, Farid Temsamani et Jean Dorido. Et vous au 0826 300 300. Bienvenue à tous. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Malgré les mesures qui ont été prises, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui vont manquer pour pouvoir absorber ce flux de personnes que nous recevons aujourd'hui. C'est un petit revenu, mais heureusement qu'on a les Restos du Cœur pour pouvoir joindre les deux bouts. Sans eux, c'est pas possible. C'est pas possible, l'inflation a trop augmenté, j'ai pas beaucoup d'argent, donc non, c'est très dur. Inscrit la 1317e famille, c'est des chiffres que moi je n'ai jamais vus avant. La 7e économie mondiale ne peut pas tolérer qu'on ne puisse pas nourrir ses enfants. Très clairement, aujourd'hui ce n'est plus tenable. Et les Restos du Cœur lance, vous l'avez vu, cette 40e campagne avec un 1 300 000 bénéficiaires l'an dernier. L'association entend cette année prioriser les publics les plus vulnérables, donc les familles monoparentales et les enfants de moins de 3 ans. Plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France et c'est selon l'INSEE. Alors parlons vrai, est-ce que vous constatez cet appauvrissement autour de vous? Est-ce que vous craignez un jour de tomber dans la pauvreté? Et à cette question, 40e campagne des Restos du
du Cœur. Agriculteurs, pouvoir d'achat, désindustrialisation, la France s'appauvrit-elle? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Venez témoigner. On attend vos appels au 0826 300 300. Et pour comprendre le phénomène, Jean-Marc Sylvestre est avec nous, journaliste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que vous aimez beaucoup, mais on l'aime tous. Mais je lui dirai encore tout à l'heure. Philippe Bilger. Alors, il n'y a pas besoin, évidemment, de savoir que les restos du cœur existent, même s'ils sont nécessaires et fondamentaux, pour constater chacun d'entre nous, quand on se promène dans les rues, à quel point il y a une augmentation de la pauvreté. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'était en permanence de ma part une mauvaise conscience que je n'apaise pas par une générosité que je devrais avoir, parce qu'on est en permanence sollicité dans le métro ou ailleurs. Et quelqu'un a dit ce matin, je ne sais plus qui exactement, cette misère individuelle, c'est un échec collectif. Alors on se rassure en disant c'est à l'État de pallier ces terribles misères, mais en réalité, je ne parviens pas à comprendre comment un État digne de ce nom laisse prospérer, si j'ose ce terme un peu antinomique, une telle détresse. Farid Temsamani. Je veux dire, la pauvreté, c'est, comme l'a dit Philippe, c'est flagrant dans notre pays. Et on va en parler peut-être un peu plus dans le détail. Moi, je suis auprès d'étudiants quotidiennement, et ce qu'il n'y avait pas encore quelques années. Vous avez aujourd'hui des étudiants qui viennent à la fin de l'après-midi, lorsque les services des restos universitaires remballent, d'une certaine manière, viennent réclamer s'il reste des choses pour le soir. Vous avez une pauvreté qui commence à se généraliser dans notre pays, et je peux en parler parce que je suis issu moi-même d'une famille pauvre à la base. Mais ce qu'il se passe, ce qui est en train de se passer dans notre pays est quand même très grave. Jean Dorido. Oui, non, c'est un fait, c'est assez tragique et c'est profondément triste. C'est la première génération, si vous voulez, aujourd'hui, où les jeunes Françaises et Français vivent moins bien que leurs parents. Le fameux ascenseur social, on avait connu depuis la Troisième République une espèce de mouvement comme ça, où de génération en génération, à force d'études, à force de travail, chacun vivait mieux que la génération précédente. Et là, c'est le contraire. On a des parents aujourd'hui qui hébergent leurs enfants, des trentenaires, des quadragénaires, qui n'ont plus les moyens parce qu'un accident de la vie, parce qu'un divorce ou autre. Alors ce sont des personnes qui travaillent. Et il y a un vrai souci. Il y a la pauvreté, la misère qui grandit. Et il y a aussi toute cette catégorie de travailleurs pauvres, de travailleurs ultra modestes, alors que ce sont des gens qui ont des vrais jobs à responsabilité, qui sont même parfois cadres et qui n'ont des profs, des professeurs, des gens qui ont le CAPES, qui ont fait des études supérieures, qui, avec un divorce, n'ont même plus les moyens de partir en vacances avec leurs enfants, doivent revenir vivre chez papa, maman, tellement ils ne peuvent même plus se loger de par leur travail. Mais souvenez-vous que c'était la genèse des Gilets jaunes. Oui, on a un invité justement qui est avec nous, Jean-Marc Sylvestre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. La France tombait 25e au classement PIB par habitant. En 91, c'était 11e. C'est une dégringolade en fait. C'est une dégringolade. Vous avez une augmentation de la pauvreté dans les chiffres que l'on voit très nettement à partir des années 2010, c'est-à-dire après la grande crise financière. Le Covid, ensuite, n'a rien ajouté. La crise inflationniste et de l'après-Covid et de la guerre en Ukraine en a également ajouté. Mais il n'y a pas d'augmentation. Si vous prenez comme critère la population par rapport au salaire médian, au revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui partage la population en deux, il n'y a pas une très grosse augmentation en pourcentage. Il y a une augmentation en nombre. Pourquoi ? Parce que la population pauvre a augmenté. D'abord, vous avez une population extérieure qui, après la crise financière, vous avez des vagues d'immigration importantes qui ont apporté des contingents de gens qui, effectivement, sont allés par la suite, pas tous, heureusement, au Resto du Cœur et ont été obligés de le faire. Mais la crise du Covid a appauvri les quartiers qui étaient déjà très pauvres et elle a appauvri aussi un certain nombre de personnes âgées. Donc, vous avez une augmentation en nombre, vous n'avez pas d'augmentation en pourcentage. Alors vous me direz, ça résout rien, c'est que la France a encore un contingent de pauvreté qui n'est pas supportable et qui est pas admissible. Alors nous sommes à peu près, mais je ne vais pas vous donner, c'est pas des chiffres pour débattre, nous sommes à peu près au niveau
des grands pays occidentaux en termes de pauvreté. Si vous regardez les Anglais, ils ont des taux de pauvreté qui sont bien supérieurs aux nôtres. Les Allemands ont à peu près le taux de pauvreté ou de homeless équivalent, les Américains aussi. En revanche, ce que je peux vous dire, et ça les chiffres sont spectaculaires, c'est que l'assistance à la pauvreté en France est bien supérieure à ce qu'elle est dans les autres pays occidentaux. Nous sommes le champion de l'assistance et de la protection, même et de la redistribution. Ça n'est pas suffisant, même si tout ça n'est pas arrivé. Donc, ce qui explique d'ailleurs la montée des dépenses sociales en France, leur importance, leur difficulté à gérer et leur difficulté à les financer. Comment vous voyez, Jean-Marc Sylvestre, peut-être une interrogation qui n'est pas fondamentale par rapport à la détresse sociale, mais par moments je me dis que la démocratie peut-être est mal outillée pour faire preuve d'autorité à l'égard d'une misère qui s'étale dans nos rues, et je me demande au fond, est-ce qu'on aurait le droit, à votre avis, en restant dans le tissu républicain, d'avoir des injonctions un petit peu autoritaires qui permettraient à la misère, par exemple, notamment la nuit, dans des conditions épouvantables, d'être à l'abri? Je suis parfois frappé de voir avec quelle tolérance on laisse la misère s'étaler dans la rue. Écoutez, M. Bilger, après tout, si elle s'étale dans la rue, on la voit. Je n'ose pas penser que vous imaginiez qu'on puisse la cacher. On l'a cachée, cette misère, pendant les Jeux Olympiques. Non, mais au moins veiller à la mettre. Vous voyez, la nuit, par exemple, il n'est pas normal qu'on laisse des malheureux rester sous la pluie, dehors, alors qu'on pourrait, si on faisait preuve d'autorité, s'ils l'acceptaient, les mettre dans des endroits plus sûrs. Le problème, c'est qu'ils ne l'acceptent pas. Je ne suis pas toujours. Pardonnez-moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Il faut que vous alliez voir les maires des grandes villes qui sont aujourd'hui préoccupés par les dépenses d'électricité, et notamment dans la mouvance écologiste, et qui ferment l'électricité la nuit. Et vous avez un problème de chauffage, vous avez un problème de lumière, vous avez donc un problème de sécurité. Vous savez, le grand avantage de l'électricité, ça a été d'améliorer la sécurité dans les villes. Eh bien, c'est vrai que cette situation-là, elle a périclité. Mais essayez de convaincre un certain nombre de maires de grandes villes, on ne va pas les citer, de rétablir l'électricité dans les centres-villes, parce que là, effectivement, c'est une véritable catastrophe. Pour le reste, je ne crois pas qu'on puisse espérer des injonctions autoritaires. C'est vraiment hors de ma pensée et de mon imagination. En revanche, on peut avoir des incitations à faire autrement. Du côté des chefs d'entreprise, à essayer d'embaucher un peu plus de gens qu'ils ne le font, et puis aussi inciter un certain nombre de gens qui peut-être pourraient travailler, mais qui aujourd'hui sont complètement découragés et sont complètement désolés de le faire. Je crois qu'il y a ce système-là. La démocratie, c'est le plus beau système du monde. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour pouvoir distribuer ou redistribuer de la richesse que nous faisons, il faut la créer, il faut la produire, il faut produire cette richesse. Or, cette richesse, elle ne se produit pas dans les bureaux d'administration, ou elle se produit dans les entreprises qui créent de la richesse et qui commercent ensuite. Donc, c'est là où nous sommes très faibles. Nous avons une balance commerciale qui est très déficitaire, nous avons un budget qui est très déficitaire. On a beaucoup trop de pauvres, vous avez raison, mais franchement, on n'a pas assez de riches. Jean Dorido. Alors justement, j'aimerais poser une question à Jean-Marc Sylvestre. J'ai bien noté que le pourcentage de misère n'augmente pas, c'est en nombre que ça augmente. Pour autant, ces personnes qui basculent, je me rappelle, dans les années 90, il y a eu toute une vague de personnes qui décrochaient socialement parce qu'elles perdaient un emploi. Gérard Jugnot a même fait un film à l'époque, une époque formidable je serais curieux, si monsieur Sylvestre a des chiffres, de savoir est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de cette proportion de personnes qui décrochent, qui avaient un job, qui s'en sortaient, et puis parce qu'un accident de la vie, une maladie, quelque chose, un divorce, et elles basculent dans la misère. Jean-Marc Sylvestre. Oui, c'est pas la cause majoritaire de la pauvreté, d'après les chiffres. La cause majoritaire de la pauvreté, c'est le manque de formation. Au départ, c'est que malheureusement, on est très souvent pauvre, et quand on est pauvre, dans un quartier pauvre et dans une famille pauvre, eh bien c'est très compliqué et très difficile d'en sortir. Il faut être génial, il faut avoir une chance inouïe, il faut gagner au loto. Et ça ne me paraît pas possible. Donc c'est pas ça. Non, en revanche, ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'effectivement, on a eu une vague de chômage massive. Il a fallu
qu'il a fallu juguler, qu'il a fallu régler, qu'on a eu beaucoup de mal. Les gouvernements se sont cassés le nez. Je me souviens même François Mitterrand disant il n'y a pas de solution, je ne sais pas non plus. Et cette vague de chômage-là, on n'en a pas tellement conscience aujourd'hui, mais on a tort, eh bien, elle a été jugulée. C'est-à-dire qu'à partir des années 2005, 2007, et puis jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à rétablir la situation de l'emploi. Pourquoi ? Parce qu'on a réanimé le tissu économique, on a réanimé la production et on s'est occupé du reclassement. Donc ça a fait beaucoup de bien à la récupération d'un certain nombre de gens. Farid Temsamani, oui, moi, deux éléments. On évoque la pauvreté telle qu'elle est visible, mais vous avez une partie de nos concitoyens qui peut-être ne sont pas encore sous le barème de l'indice de pauvreté, mais qui le frôlent. Donc ça a donné, souvenez-vous, aux Gilets jaunes, ce fameux déclassement. Moi, je m'inquiète d'une évolution, c'est que nous sommes en pleine mutation économique. Alors, les États-Unis, vous avez remarqué qu'ils ont un nouveau président. L'avantage de Trump lors de son premier mandat, c'est qu'il avait une partie réindustrialiser son pays, au détriment d'ailleurs d'une autre, hein, il ne faut pas le nier. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la mutation, notamment de l'intelligence artificielle, etc., on le sait, nous le savons. Je veux dire, moi, je donne des cours d'économie, on sait qu'aujourd'hui, nous avons à l'avenir, si on fait un peu de prospective, une partie des emplois tels qu'ils existent aujourd'hui qui vont petit à petit disparaître. Se transformer. Notre pays, effectivement, alors dans le meilleur des cas, ils sont transformés lorsqu'on les accompagne. Or, ça n'a pas toujours été notre fort, notamment. Est-ce que c'est... Jean-Marc Sylvestre, si on fait une projection justement sur la formation, sur toute cette frange de la population qui n'est pas reformée, c'est quoi ? On est à 10 ans, à 15 ans, justement, pour retrouver un niveau normal ? Si on au rythme où nous allons aujourd'hui, ou actuellement, on est à plus d'une génération. Hein. Il va falloir une ou deux générations pour pouvoir retrouver un niveau qui soit acceptable. Parce qu'aujourd'hui, on a 1% de croissance à peine, 0,8% de croissance, vraisemblablement 0% de croissance l'année prochaine. On va vraiment pas y arriver. Avec des prix du logement qui sont astronomiquement élevés, avec un certain nombre de choses, notamment l'inflation, l'énergie, etc. Et puis les défis auxquels nous sommes confrontés. On n'en a pas parlé, mais il y a un défi écologique qui pèse énormément sur les budgets et sur tout le monde, et avec des normes qui sont extrêmement chères et qui font que le sentiment d'appauvrissement est fort. Je voudrais mettre simplement un détail que je voulais signaler, c'est qu'il y a la pauvreté, qui est très difficile, qui est facile à montrer, qui est facile à expliquer, on en parle beaucoup, et qui est sur le registre de l'émotion, et puis le ressenti de cette pauvreté. Parce que le ressenti de la pauvreté est très différent selon votre style d'habitation. Être pauvre à Paris, c'est pas pareil que d'être pauvre en pleine campagne. Être pauvre dans le midi au soleil, comme disait Aznavour, c'est mieux que d'être pauvre dans une ville où il fait froid et où on a du mal à manger. Et aujourd'hui, vous avez des structures de consommation qui vous appauvrissent littéralement. Qu'est-ce que j'appelle des structures de consommation ? Eh bien, ce sont des consommations qui sont des consommations obligées. Le logement, c'est obligé. Et le logement, ça coûte de plus en plus cher. La voiture. Et quand le logement coûte de plus en plus cher, vous avez la bagnole, la voiture, vous avez les téléphones portables, les abonnements. Vous pouvez pauvre, en dessous du seuil de pauvreté, mais vous aurez quand même un iPhone et un Internet. Mais après tout, c'est normal, il faut bien avoir une communication sur le monde. Donc vous avez des dépenses contraintes qui sont excessivement élevées, et ces dépenses contraintes accroissent le sentiment de pauvreté parce que les revenus derrière n'ont pas augmenté. Merci beaucoup. Mille fois Jean-Marc Sylvestre d'avoir été avec nous, journaliste économique. Merci à vous. Un sage parmi les sages. Merci beaucoup Philippe Bilger. Un autre sage. Ah merci. Merci. Là, pour Philippe Bilger, je suis pas d'accord. Là, vous m'honorez tout de même. Et peut-être qu'un jour, on aura peut-être les deux autour de cette table. Merci Farid Temsamani. Merci beaucoup Jean Dorido. Dans un instant, on va parler emploi, bien entendu, de cette génération Z. Est-ce que cette génération Z a vraiment envie de travailler? Est-ce que les entreprises et cette génération se comprennent? On va en parler dans un instant avec Nicolas Leroy et nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.